Christine Gadra-Warfeli et à Sylvie Requemora de me permettre de parler d'une partie de mes recherches aujourd'hui. Alors, bon, ce dont je vais parler, ça s'est entendu, je pense, c'est la lecture de mon intitulé de thèse un peu marginal par rapport à ce sur quoi on portait le gros de mes recherches. C'est, on va dire, un travail en cours. Je vais m'intéresser aux recherches de l'orientaliste et bibliographe Henri Cordier sur Marco Polo au tournant du XXe siècle. Quelques mots déjà sur Henri Cordier. Ce que vous voyez ici, c'est le portrait qu'en fait Gustave Caillebotte, qui est un de ses parents, en 1883. Henri Cordier, il naît aux États-Unis en 1849, il grandit en France et à 20 ans, il part en Chine où il passe 7 ans à travailler à Shanghai au service d'une maison de commerce américaine et à côté, il travaille bénévolement comme bibliothécaire de la North China Branch of the Royal Asiatic Society, dont il inventorie la collection. Il rentre en France en 1876, il passe notamment quelques années comme secrétaire de la mission chinoise d'instruction que chapeaute Prosper Giquel, et il devient au début des années 80 professeur d'histoire, de géographie et de législation de l'Extrême-Orient au Langzhou. On le connaît notamment pour sa participation à un nombre de sociétés savantes, des sociétés asiatiques, des sociétés de géographie, d'autres plus surprenantes sur les études stendhaliennes et autres. On le connaît pour les revues qu'il fonde, notamment la revue de sinologie Tang Pao, et pour une production assez éclectique. Il n'est pas en cela si lointain de Roux de Rochelle dont on parlait tout à l'heure, avec notamment une œuvre bibliographique importante et sa Bibliotheca Sinica, qui est une bibliographie de tout ce qui s'est publié, disons, dans des langues occidentales sur la Chine de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, reste un ouvrage de référence. Alors disons-le tout de suite, ces travaux sur Marco Polo sont intéressants moins parce qu'il serait un auteur particulièrement important sur Marco Polo que parce que le fonds Henri Cordier à la bibliothèque de l'Institut permet de rentrer dans la fabrique très concrète, très pratique de ces recherches sur Marco Polo et de les réinscrire à la fois dans les réseaux transnationaux qui nourrissent cette étude et dans un contexte de colonisation et d'exploration européenne en Asie. Donc je commencerai par présenter brièvement les travaux de Henri Cordier sur Marco Polo et je m'intéresserai ensuite à ces deux aspects, leur dimension collective et collaborative et les liens qu'ils entretiennent avec l'exploration et la colonisation européenne en Asie. Alors si Henri Cordier s'intéresse à Marco Polo, c'est notamment parce qu'il s'intéresse assez précocement, dès ses années en Chine, à la géographie médiévale de l'Asie. Il lit le Cathay and the Way Teaser de Henry Yule peu après sa parution. Il le lit en Chine même. Le premier article qu'il publie à son retour en France, c'est une recension d'un ouvrage de géographie médiévale de l'Asie. Au début des années 1880, il fonde avec Charles Schaeffer, l'administrateur des Langzhou, le recueil de voyages et de documents pour servir à l'histoire de la géographie depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIe, une collection dans laquelle il publie d'ailleurs lui-même en 1891 une édition de la relation de voyage de Doric. La même année, il publie dans Tang Pao, la revue que je mentionnais tout à l'heure, un travail sur Jean de Mandeville. Au milieu des années 1910, il réédite le Cathay and the Way Teaser de Henry Yule et le dernier travail auquel il travaille en mourant en 1925 et qui est publié de façon posthume est une édition de la relation de voyage du père Jourdain Catalani de Sévérac. Alors bon, malgré tout, c'est principalement à Marco Polo qu'il s'intéresse. Il le mentionne assez largement en 1895 dans son étude sur l'Atlas catalan de Charles V, dont il montre qu'il est nourri par la description de Marco Polo. Cette même année, il prononce à la Société d'études italiennes de Paris une conférence assez grand public sur Marco Polo où il évoque
toute une série de choses. Il évoque la fameuse anecdote dont on nous disait tout à l'heure qu'elle était fictive, du retour à Venise où il ne serait pas reconnu par ses concitoyens. Il évoque aussi la statue bouddhiste de Canton dont il était question hier dans l'introduction. Malheureusement, je ne l'ai pas intégré au PowerPoint, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et il finit, dans la publication de cette conférence l'année suivante, il l'accompagne d'une collation de l'ensemble des manuscrits du devisement du monde dont on sait qu'ils sont conservés dans les différentes bibliothèques européennes. Alors sa principale œuvre sur Marco Polo, et celle dont je parlerai le plus longuement, c'est celle qu'il entame en 1903, qu'il publie en 1903, la troisième réédition du Book of Sir Marco Polo de Henry Yule, dont en 1920 il publie des Notes and Addenda que j'évoquerai également. En 1911, il publie un article sur l'itinéraire de Marco Polo en Perse, et on peut mentionner enfin en 1920 son histoire générale de la Chine et de ses relations avec les pays étrangers, parce qu'il y intègre un court chapitre sur Marco Polo. Mentionnons enfin en 1904, donc juste après sa réédition du Book of Sir Marco Polo, cette tentative documentée par une lettre dans le fonds Henri Cordier à la bibliothèque de l'Institut, dans un échange avec le syndic Niccolo Barozzi à Venise, cette tentative pour faire ériger à Venise un monument en l'honneur de Marco Polo, et je le mentionne notamment parce qu'il joue de la comparaison avec Christophe Colomb, qui lui a son monument commémoratif à Gênes, et on voit bien qu'il joue sur cette fibre patriotique vénitienne dont on parlait plus tôt ce matin. Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce fonds Henri Cordier à la bibliothèque de l'Institut? On trouve d'abord un dossier de travail intitulé Marco Polo, assez difficilement exploitable. C'est des notes en vrac, disons, et assez difficiles à interpréter. Je vous en ai mis un exemple là. Disons seulement, vu la pochette dans laquelle ils sont rangés, qu'on peut penser que ce sont des notes préparatoires à son chapitre dans l'histoire générale de 1920. Mais ce qui m'intéresse surtout, et ce dont je vais parler le plus longuement, c'est sa correspondance. Donc on a plusieurs dizaines de volumes et de cartons de correspondance avec ces différents interlocuteurs, classés dans l'ordre alphabétique des correspondants, avec principalement les lettres reçues et quelques brouillons de lettres envoyées, notamment lorsqu'on sent que, sur des questions particulièrement tendues, lorsqu'il a voulu prendre particulièrement soin de la lettre qu'il envoyait. Alors, cette correspondance est intéressante parce que, je le disais, elle permet de rentrer dans la fabrique, dans des aspects très concrets de cette recherche, tout particulièrement pour la réédition de 1903 du Book of Sir Marco Polo, où on rentre véritablement dans la correction des épreuves, dans le choix des iconographies, l'embauche des photographes, envoyer photographier les différents monuments et documents intégrés à l'ouvrage, le travail laborieux aussi de constitution de la carte des travaux des voyages de Marco Polo, un travail qui est d'autant plus laborieux qu'il se fait entre Paris et Londres, et d'autant plus laborieux aussi que l'ouvrage est publié avec l'autorisation et sous le contrôle de la fille de Henry Yule, Amy Frances Yule, et on a toute une correspondance croisée entre Henri Cordier, l'éditeur John Murray, et Amy Frances Yule, qui joue un rôle très actif dans la préparation de cette nouvelle édition. Elle relit, elle valide, elle coupe, elle corrige les notes de Henri Cordier, et elle réussit même en 1901 à lui imposer un relecteur extérieur pour vérifier la fiabilité des informations. Alors là, on a une correspondance assez abondante et fleurie entre Henri Cordier et son éditeur, quand il apprend donc qu'on lui a assigné un relecteur pour vérifier la fiabilité de ce qu'il raconte, il s'en offusque bien évidemment, et là on conserve un brouillon de la lettre qu'il envoie à son éditeur en disant que certes pour la langue on peut à la rigueur corriger la forme, mais qu'il est hors de question de corriger le fond de ce qu'écrit M. Henri Cordier. Il revient à la charge quand on lui annonce l'envoi des premières notes de ce relecteur, il menace de démissionner, et finalement, quand il lit les notes, il s'adoucit, se rend compte qu'un certain nombre d'entre elles sont pertinentes, et s'aperçoit aussi, il reconnaît à l'écriture qu'on a fait relire le manuscrit à un de ses amis, Delmar Morgan, et il dit que bien sûr, il accepte les ajouts que propose Delmar Morgan. Or, pourquoi je mentionne ça? Parce que c'est pas un hasard si finalement Henri Cordier accepte
cette intégration d'expertise extérieure parce que c'est très assumé la dimension collective de ce travail de réédition. Alors c'est le deuxième point dont je veux parler. Rapide retour en arrière d'abord sur cette dimension collective. Depuis le début du XIXe siècle, c'est un leitmotiv dans l'ensemble des éditions critiques qui sont proposées de Marco Polo que de souligner la dimension considérable, trop lourde pour un seul homme, de ce travail d'édition critique. Dans la précédente édition britannique de référence, celle de William Marsden en 1818, cette dimension monumentale est soulignée par la citation d'une lettre de l'abbé Morelli, responsable de la librairie Saint-Marc à Venise, et donc lointain héritier de Ramusio en cela. Cette entreprise demande une connaissance exacte de la géographie du Moyen-Âge, de l'histoire orientale, des écrivains de voyage de ce temps, des langues usitées alors et maintenant chez les Tartares, les Indiens et les autres peuples de l'Asie, de leurs coutumes, de l'histoire naturelle et des productions peu connues, et aussi du dialecte de Venise et des usages de cette ville. Soit dit en passant, on retrouve là cette idée qu'il faut être ancré dans le contexte vénitien pour bien comprendre et bien commenter Marco Polo, toutes choses qui doivent être mises en œuvre avec une bonne critique et un discernement fin, et que, par conséquent, il est presque impossible de trouver réunies dans une seule personne, quelque érudite et laborieuse qu'elle soit. Alors la version française que je cite de cette lettre, c'est celle que publie Jean-Pierre Abel-Rémusat, le père fondateur de la sinologie française, dans une recension de l'ouvrage republié en 1829 dans ses nouveaux mélanges asiatiques. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que c'est de cette recension, c'est sur cette recension que s'appuie pour sa part Guillaume Pottier au moment de son édition de 1865. Il cite Rémusat, là encore pour souligner la dimension monumentale de la tâche, reconstruire la géographie de l'Empire mongol serait le chef-d'œuvre d'une personne bien versée dans la lecture des géographes chinois et capable de s'aider de tout ce que les auteurs chinois et tartares ont écrit sur les événements qui se sont passés dans la Haute-Asie depuis le XIIIe siècle. Donc on le voit, ce type de citations dans les préfaces des ouvrages servent surtout à souligner l'exploit qui a été accompli par l'éditeur. On est dans une perspective un peu différente chez Henry Yule, qui lui aussi souligne cette dimension considérable, trop lourde pour un seul homme, mais pour justifier le fait qu'il ait fait recours à des expertises, qu'il ait eu recours à des expertises extérieures. J'ai donc cherché de l'aide sur des points précis, partout où j'étais susceptible d'en trouver. Et il accompagne logiquement cette préface de la première édition de son Book of Sir Marco Polo d'une longue liste de 3 pages des différents interlocuteurs qu'il a mobilisé pour ce travail d'édition critique du devisement du monde. Rebelote en 1875 dans la réédition, où il souligne que nombre des premiers contributeurs ont continué à l'aider, mais que de nouveaux se sont ajoutés, et là encore, il les cite exhaustivement, et c'est logiquement que Henri Cordier, dans la préface à la 3e édition de 1903, reconnaît lui aussi le rôle qu'ont joué un certain nombre de publications récentes dont il a mobilisé les apports. Alors Henri Cordier, en revanche, ne parle pas de ses correspondants avec lesquels il a échangé par lettre au sujet de ce travail d'édition de Marco Polo, et c'est dans sa correspondance à la bibliothèque de l'Institut que l'on trouve le plus de renseignements sur la manière dont il mobilise un véritable réseau savant transnational que j'avais déjà eu l'occasion d'étudier dans ma thèse, en m'intéressant à la manière dont il constitue sa Bibliotheca Sinica, donc cette bibliographie de référence sur tout ce qui s'est publié sur la Chine. Il ne la constitue pas seulement en compilant des catalogues de bibliothèques, de collections orientalistes et autres, mais aussi en contactant tous les experts en choses chinoises, disons, qu'il connaît à un titre ou à un autre, et à mesure que le mot circule que cette bibliographie est en cours de fabrication, il reçoit aussi un certain nombre de contributions spontanées où différents auteurs veulent s'assurer que leur bibliographie va bien figurer dans cet ouvrage de référence. Alors donc on retrouve dans sa correspondance la trace de la mobilisation de ce réseau dans le cadre de son travail sur Marco Polo. Il l'annonce très clairement à son éditeur dès que l'accord est conclu en 1898. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je compte écrire à mon ami Lord Reay pour lui demander d'annoncer la réédition à la Royal Asiatic Society afin de pouvoir obtenir les précieuses informations que certains des membres de la société pourraient détenir. Je peux faire de même avec la Royal Geographical Society et des sociétés similaires à Paris, en Allemagne, en Italie
et en Russie. Soulignons en passant qu'au moment de cette tension autour du relecteur extérieur qu'on lui assigne, ce réseau sur lequel il s'appuie lui sert aussi d'argument pour refuser des relectures extérieures. Je connais personnellement la plupart des voyageurs d'Asie et j'ai obtenu d'eux les informations que je souhaitais. Qu'est-ce qu'un relecteur extérieur pourrait m'apporter de plus? Alors, dans cette correspondance, on retrouve effectivement, dans les années de préparation de cette réédition, notamment en 1899-1900, un certain nombre d'échanges au sujet de Marco Polo, ici avec Emil Brettschneider, donc naturaliste et médecin au service de la légation russe et qui est son ami depuis ses années passées en Chine, qui le félicite de l'entreprise, le met en garde sur la difficulté de la tâche à laquelle il s'affronte et lui recommande certaines de ses publications récentes sur la question. Même chose dans un échange avec l'ancien diplomate américain en Chine, William Woodville Rockhill, qui le félicite d'entreprendre l'édition et ajoute « J'ai occasionnellement annoté mon exemplaire du Marco Polo de Yule et d'autres livres du même auteur en apportant des notes additionnelles, quelques rares corrections et de nouveaux faits. Je serais ravi de vous le communiquer. » J'aime tout particulièrement cette lettre avec le jésuite Henri Havray qui lui répond de façon lapidaire « On n'a rien trouvé sur Marco Polo » en réponse, de toute évidence, à une lettre où il lui demandait de chercher dans la bibliothèque jésuite de Zokaway toutes les informations pertinentes sur cette question. Alors on retrouve la même chose au moment de la publication des notes addenda de 1920. Dès 1917, il a de toute évidence annoncé à l'anthropologue américain Berthold Lofer qu'il travaillait à ce complément à sa réédition. Berthold Lofer lui dit qu'il est très heureux d'y collaborer et lui annonce qu'il lui enverra un certain nombre de notes qu'il a prises sur des sujets touchant à Marco Polo. On en conserve une seule dans la liasse de correspondance relative aux barbares à tête de chien décrits par Marco Polo, note que l'on retrouve citée mot pour mot dans les notes addenda, et lorsque Berthold Lofer reçoit l'exemplaire que lui adresse John Murray, il remercie Henri Cordier de l'avoir cité aussi fidèlement. J'aurais dû le faire figurer, mais il y a aussi une longue note sur la question de la statue bouddhiste de Canton, attribuée par certains à tort selon Lofer à donc une imitation, une reproduction de Marco Polo. Selon certains autres auteurs, ce serait une représentation d'un marin portugais. Il y a toute une série d'interprétations sur cette statue et Berthold Lofer restitue le débat qui, depuis les années 1860 jusqu'aux années 1920, a tourné autour de cette statue. Donc, bref, ça, je passe là-dessus. Essayons juste très rapidement de classer en grandes catégories un peu arbitraires les correspondants avec lesquels Henri Cordier échange sur ces différents projets liés à Marco Polo. On trouve déjà des bibliothécaires, Jean Denussé au musée Plantin d'Anvers, Auguste Strindberg de la Bibliothèque royale de Suède à Stockholm, qui lui envoie des descriptions de manuscrits du devisement du monde conservés dans leur bibliothèque, et ça vient enrichir les collations qu'il publie dans ses différents ouvrages. Ce que j'appelle son réseau chinois, c'est-à-dire à la fois le réseau qu'il a constitué alors qu'il était en Chine, par exemple Emil Brettschneider, et puis Henri Cordier est en contact avec à peu près tous les missionnaires, tous les diplomates qui partent en Chine, et un certain nombre d'entre eux lui envoient aussi des informations sur Marco Polo. Des informateurs vénitiens, on retrouve là cette importance du contexte vénitien, des savants ayant écrit sur Marco Polo, comme Berthold Lofer ou le suédois Nordenskjöld, et enfin des explorateurs, dont certains occupant des positions dans l'administration coloniale, le diplomate et explorateur Charles Eudes Bonin, Georges Maspero, alors administrateur en Indochine, et arrêtons-nous tout particulièrement sur Paul Pelliot et Marc Orelstein, les deux célèbres voyageurs et orientalistes, qui évoquent eux aussi Marco Polo dans leurs travaux, que ce soit le Serindia de Stein en 1921 ou les notes sur Marco Polo de Paul Pelliot, parues uniquement de manière posthume. Alors,
Ce point m'amène à mon dernier point sur lequel je vais essayer d'être rapide, parce que je pense que le temps commence à compter, celui qu'on a déjà commencé à évoquer, de l'inscription des recherches sur Marco Polo dans un contexte d'exploration et de colonisation au XIXe siècle. La multiplication est de plus en plus rapide de ces éditions critiques réactualisées de Marco Polo est justifiée explicitement dans les préfaces des ouvrages par l'accroissement rapide et accéléré des connaissances sur l'Asie sur fond d'exploration et de présence coloniale sur le continent asiatique. C'est dit très clairement par Guillaume Pottier dans son édition de 1865, mais également par Yule, dont il ne faut pas oublier qu'il a une carrière coloniale en Inde avant de se consacrer à ses travaux savants, et qui, parmi les nombreux interlocuteurs qu'il remercie en préface de ses ouvrages, remercie nombre de militaires et d'administrateurs coloniaux et des membres des services de survey, de trigonometrical survey et geological survey en Inde, donc avec un lien très étroit avec la géographie coloniale en Asie, que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans les travaux d'Henri Cordier. Bon, je passe sur ces citations où il insiste pour justifier notamment les rééditions successives sur les nouvelles découvertes, les nouvelles explorations qui ont été faites, les nouvelles villes qu'on a foulées, etc. On retrouve la même chose dans l'édition, la réédition de Henri Cordier et dans les Notes and Addenda de 1920. Je vais plutôt m'intéresser à un autre point, le fait que si les explorations enrichissent la compréhension de Marco Polo, c'est aussi parce que les explorateurs du tournant du XXe siècle voyagent avec Marco Polo en tête, et puis aussi physiquement avec des manuscrits des différentes traductions et rééditions de Marco Polo. C'est bien connu, Philippe Ménard le soulignait dans son édition critique du devisement du monde en 2009, et la correspondance de Henri Cordier documente cette pratique du voyage d'exploration au contact de Marco Polo. On le trouve notamment dans cette lettre de Charles Eudes Bonin qui évoque son voyage de Chine jusqu'à Tachkent en 1900 en insistant d'emblée sur ce que ça lui a permis de confirmer du devisement du monde. Quant à Orelstein, lorsqu'en 1920 il part en Inde travailler au récit de sa troisième expédition, il annonce à Henri Cordier qu'il part avec le troisième tome de son Marco Polo, c'est-à-dire les Notes and Addenda qui viennent alors de paraître. Donc je conclus sur ce point. On a vu déjà dans les deux dernières interventions, on s'est intéressé à ces liens entre l'exploration du XIXe siècle et l'intérêt pour Marco Polo. Marco Polo est véritablement érigé en pionnier d'une exploration européenne de l'Asie que la colonisation viendrait à la fois attester et parachever au tournant du XXe siècle. Et ce qui me frappe dans ces ouvrages, dans ces éditions critiques qui gonflent au point que le texte de Marco Polo y occupe une place de plus en plus réduite, c'est que l'édition critique de Marco Polo s'impose comme une des manières d'ordonner et d'organiser le corpus toujours croissant des connaissances qu'on acquiert sur l'Asie à la faveur de ces explorations contemporaines. Rien ne dit mieux, je pense, ces échos entre le XIIIe siècle et le XIXe siècle que l'habitude qu'avait prise Sir Henry Yule à la fin de sa vie de signer ses écrits Marcus Paulus Venetus et de se faire surnommer ainsi par ses amis. Peut-être une remarque conclusive, je pense qu'on peut voir dans cette manie des explorateurs de vouloir marcher dans les pas de Marco Polo, une déclinaison de la mode des explorateurs du XIXe siècle, de partir à la recherche d'explorateurs disparus, de prétendre poursuivre leur exploration, une dimension très intertextuelle dans l'exploration du XIXe siècle, mais on retrouve là aussi quelque chose qui tient à la fois, disons, à l'archéologie homérique, dans la volonté d'aller attester sur le terrain des récits que certains tiennent pour mythiques, voire du pèlerinage. Je dis ça parce que ces éditions critiques de Henri Cordier, où s'entremêlent le texte original, le récit des voyageurs ultérieurs et les observations contemporaines, dans un texte très feuilleté, me fait beaucoup penser à la topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte de Maurice Alvax, où s'entremêlent aussi le texte biblique original, les récits des pèlerins et les observations contemporaines. Bon, je laisse cette dernière remarque en suspens et je vous remercie pour votre attention.
Des questions, bien sûr.